vous parler de psychotraumatisme, effectivement, et c'est des résultats issus d'un PHRC, d'une étude thérapeutique sur le psychotraumatisme qui était porté par le CHU de Toulouse, et en se posant la question particulièrement saillante de l'insula antérieure, qui justement fait partie du réseau de Science, et de voir la question de ce rôle modulateur dans la réponse au traitement. Alors, la science, c'est quelque chose de tout à fait important, puisque dans un monde où nous avons plein de stimuli différents et qu'il faut être capable de traiter, l'être humain doit être capable de sélectionner quels sont les stimuli d'importance et ceux qui sont moins importants. Alors ici, on a l'exemple d'un champ de tulipes, et il faut être capable de repérer que la tulipe qui doit retenir notre intérêt, c'est la tulipe rouge, au sein de plein de tulipes jaunes. Alors, le but n'est pas uniquement de repérer des tulipes, mais cette capacité était particulièrement importante au cours de l'évolution, parce qu'elle a permis de repérer les prédateurs et d'être capable justement de pouvoir survivre dans un milieu hostile. Alors, parmi les réseaux cérébraux, il y en a un qui est particulièrement impliqué dans cette détection d'éléments saillants dans l'environnement, et c'est ce qu'on appelle le réseau de Science, qui a été, par différentes techniques d'imagerie, assez bien identifié, et qui comprend notamment le cortex singulaire antérieur dorsal, le striatum ventral, l'insula antérieure et l'aire tegmentale ventrale. Alors, ce réseau de Science est un réseau qui est tout à fait intégré au niveau cérébral, puisqu'il reçoit de nombreuses afférences à la fois sensorielles, j'y reviendrai puisque c'est important dans notre contexte d'expérience intrusive, et viscérales. L'insula antérieure est particulièrement un lieu où toutes ces afférences sont concentrées, et l'échange avec le cortex singulaire antérieur permet d'envoyer des efférences motrices comme l'aire motrice supplémentaire ou le cortex singulaire moyen, et des efférences viscérales comme l'hypothalamus ou la substance grise périapicale. Et ces efférences motrices pourraient avoir un rôle tout à fait important dans les réactions de fuite ou les réactions motrices associées à un événement saillant. J'y reviendrai par la suite. Alors, les études d'imagerie de repos ont montré que le rôle du réseau de Science n'était pas uniquement de permettre la détection des éléments saillants, mais également de médier la balance des réseaux de repos. Alors, je m'explique. Dans les réseaux cérébraux qui sont acquis au cours d'une IRM de repos, il y a un réseau qui est très connu, qui est le Default Mode Network, le DMN, qui est constitué notamment par le cortex préfrontal ventromédian et par le cortex pariétal, le précuneus, je vais y arriver, le cortex singulaire postérieur, pardon. Et ce DMN a un rôle tout à fait important dans l'activité mentale autoproduite et dans les pensées internes. D'un autre côté, on a le réseau central exécutif, le Central Executive Network, qui est notamment constitué par le cortex préfrontal dorsolatéral et le cortex pariétal postérieur, et qui, lui, a un rôle dans les activités qui demandent une charge cognitive importante. Et donc, le passage d'un réseau à l'autre, puisque ces deux réseaux sont anticorrélés, est médié par notamment le réseau de Science. Alors, pourquoi on s'intéresse au réseau de Science dans les pathologies psychiatriques et particulièrement ici dans le trouble de stress post-traumatique? Eh bien, parce que le réseau de Science est lié au stress dans de nombreuses études, et on sait que le stress a un rôle tout à fait important dans le psychotrauma. Ici, c'est une étude qui a été effectuée chez la souris, où on a modifié de manière chimiogénétique la sécrétion de noradrénaline par le locus coeruleus, et on voit que les souris qui sécrètent plus de noradrénaline ont une activation plus importante du réseau de Science, ce qui semble montrer un lien entre l'augmentation du stress et le réseau de Science. Alors ça a été reproduit chez l'être humain. Ça, c'est une étude qui est centrée sur le cortex singulaire antérieur et qui essaie de corréler le décours temporel dans le cortex singulaire antérieur en rouge et la fréquence cardiaque, qui est donc un marqueur physiologique de stress en rouge. J'ai dit en rouge, c'était en noir la première, bien sûr. Et on voit que durant une tâche de stress social, puisque c'était la préparation d'un discours en public, on a une concordance importante entre les deux courbes de décours temporel et de fréquence cardiaque, ce qui montre la corrélation importante entre ces deux phénomènes. Et pour terminer cet argumentaire, une étude plus directe où on a directement injecté un agoniste bêta-adrénergique par voie intraveineuse et on observe une activation notamment de l'insula bilatérale qui montre encore une fois qu'on active
le stress, on active le réseau de Science. Alors, de manière générale, indépendamment du psychotrauma, ces réseaux de repos dont j'ai parlé ont été montrés comme modifiés dans les pathologies psychiatriques de manière transdiagnostique. Et souvent, l'hypothèse est qu'il y a une mauvaise cartographie de salience qui est associée à une pauvreté psychomotrice et une diminution de l'action dirigée vers un but. Au niveau des modifications du CEN, on a une cognition qui est plus faible, notamment la mémoire de travail et puis les chaînes de séquences cognitives. Et les modifications de stabilité du DMN entraînent des déficits dans l'activité mentale autoproduite, notamment la rumination ou la mémoire autobiographie pauvre. Alors ça, de manière transdiagnostique, ça a été monté aussi par des études de connectivité, des grosses études de connectivité fonctionnelle, qui ont montré que les connexions entre ces différents réseaux étaient altérées de manière transdiagnostique dans les pathologies psychiatriques. Alors du coup, pour revenir un petit peu à mon sujet, ici, on a essayé de s'intéresser à la question des reviviscences post-traumatiques. Alors, pour rappel, le trouble de stress post-traumatique, c'est un trouble qui survient après le contact avec un événement traumatogène, le plus souvent qui est lié à un contact avec la mort directe ou indirecte. Et il y a 4 clusters de symptômes qui sont le plus souvent décrits. Les reviviscences post-traumatiques, le syndrome de répétition qui est associé aux reviviscences post-traumatiques et cauchemars, le syndrome d'évitement, c'est-à-dire que les sujets ils évitent de se retrouver dans des lieux qui leur rappellent le traumatisme, l'hypervigilance et les pensées négatives. Et donc ici, le sujet de ce travail, c'est de s'intéresser de manière spécifique à la question des reviviscences post-traumatiques. Donc ici, ce sont les reviviscences post-traumatiques qui sont matérialisées par les cauchemars. Et la question qu'on peut se poser, c'est le lien entre ces reviviscences post-traumatiques et l'insula. L'insula parce qu'elle fait partie du réseau de Science, comme je l'ai montré, et aussi parce que, je ne l'ai pas argumenté plus que ça auparavant, il y a des études qui semblent montrer que c'est un lieu d'intégration multisensorielle particulièrement important, et les reviviscences étant des expériences multisensorielles, on peut penser que l'insula joue un rôle important. Alors ça, au niveau des études d'activation, ça a été montré, où classiquement, les syndromes de répétition et les reviviscences sont associés à une augmentation de l'activité de l'insula et une diminution de l'activité du cortex préfrontal médial. Alors, il y a des études un peu plus complexes de connectivité fonctionnelle qui sont allées voir les liens entre ces différentes régions et l'intrusion. Ici, c'est une analyse de connectivité fonctionnelle associée à du machine learning, puisqu'on a sélectionné les 50 connexions qui étaient les plus pertinentes pour expliquer l'intrusion. Alors, ce qu'on observe tout de suite, c'est que de manière générale, entre les réseaux de repos, l'augmentation de la connectivité était associée à une augmentation du niveau d'intrusion. Alors, en particulier entre le DMN et le réseau fronto-pariétal. Et à l'inverse, on avait tendance à avoir une connectivité plus faible entre le DMN et le réseau affectif. Alors, du coup, fort de toutes ces notions sur les réseaux de repos, le stress et l'insula, l'objectif de ce travail, ça a été d'explorer le lien entre l'influence de l'insula antérieure sur le reste du cerveau et la réponse au traitement, et de lier ces résultats avec la stabilité des réseaux de repos, le DMN et le CEN. Alors, cette étude, du coup, est centrée sur l'insula antérieure. J'ai représenté en rouge la région d'intérêt sur laquelle on va se centrer. Et c'est une étude de connectivité effective. J'expliquerai après comment ça marche. Et nous avons utilisé donc, le PHRC de l'étude qui était pilotée par Toulouse, qui s'intéressait, c'était un essai randomisé, qui s'intéressait à l'efficacité de la thérapie chimiofacilitée par propranolol. Donc ici, 16 patients propranolol et 14 placebos. Et donc, on a regardé quels étaient les marqueurs de réponse au traitement en faisant une IRM avant et après traitement et définissant les répondeurs et non-répondeurs indépendamment du groupe de traitement. Alors, du coup, la méthode que nous avons utilisée est une méthode de connectivité effective, à différencier des résultats de connectivité fonctionnelle que je vous ai présentés auparavant.
La connectivité fonctionnelle ayant pour but de connaître le décours temporel et la corrélation entre le décours temporel de deux régions et voir si c'est plus ou moins corrélé schématiquement. Alors qu'ici, on essaie de savoir quelle est l'influence d'une région sur les autres ou l'influence d'autres régions sur la région d'intérêt. C'est le principe du Granger Causality Mapping, où on a en vert une région d'intérêt qu'on a définie. Ici, nous, c'était l'insula antérieure bilatérale. Et vous avez en rouge des régions pour lesquelles l'insula antérieure a une influence dessus, et en bleu, les régions qui ont une influence sur l'insula antérieure, sur le cerveau entier. Donc l'avantage de c'est une méthode qui est relativement exploratoire par rapport à d'autres méthodes de connectivité effective. Alors pour commencer, on a regardé quelle était la connectivité effective au début sur l'ensemble du groupe et quelles étaient les régions qui étaient connectées avec l'insula. Donc on a observé que l'insula avait une influence sur les régions de l'operculum frontal, de l'hippocampe, du thalamus, du noyau caudé, du gyrus précentral, de l'aire motrice supplémentaire, du cortex parasingulaire et du précuneus notamment. Et donc ça, c'est le résultat d'études de connectivité effective pour voir quelles étaient les régions qui étaient différemment modulées par l'insula antérieure chez les répondeurs par rapport aux patients non répondeurs. Et on voit que chez les patients répondeurs, l'insula antérieure avait une modulation qui était plus faible chez les répondeurs sur le cortex singulaire antérieur, le cortex singulaire postérieur, le gyrus supramarginal, l'operculum central, l'amygdale notamment, alors qu'à l'inverse, les répondeurs avaient une influence plus l'insula avait une influence plus importante sur le précuneus chez les répondeurs. Alors, pour vérifier ces résultats, on a regardé si cette diminution de connectivité était corrélée à l'intensité des symptômes intrusifs. Et effectivement, cette corrélation de connectivité entre la connectivité effective et l'intensité des symptômes intrusifs a été retrouvée pour la plupart des régions. Le gyrus frontal supérieur, le gyrus parasingulaire, le cortex singulaire antérieur, l'insula postérieure, le gyrus précentral, l'operculum pariétal, le gyrus supramarginal et donc le cortex singulaire postérieur. Et la deuxième chose qu'on a voulu regarder, c'est si l'intensité de ces symptômes intrusifs était liée à la stabilité spatiale des réseaux de repos mesurés par la technique du goodness of fit. Alors, ce qui était plutôt rassurant, c'est de voir qu'on avait une anticorrélation entre ces deux réseaux, ce qu'on a habituellement retrouvé. Et on a retrouvé une augmentation de la stabilité spatiale du DMN associée avec la sévérité des symptômes, et à l'inverse, une diminution de la stabilité spatiale du CEN qui était associée à une augmentation des symptômes intrusifs. Donc, au total, la réponse au traitement dans cette étude était associée avec une réduction de la connectivité effective vers les régions motrices et socio-affectives. Et on avait retrouvé une corrélation entre la sévérité des reviviscences. Alors, elle était positive avec la stabilité spatiale du DMN et négative avec la stabilité spatiale du CEN. Donc là, je vais citer beaucoup de régions. J'ai essayé de regrouper un peu ces régions qui sont modulées par l'insula en lien avec la réponse. Il y avait toute une série de régions limbiques, notamment l'amygdale. Et cela pourrait s'expliquer parce que la diminution de la tempête émotionnelle liée aux reviviscences, on sait qu'il y a une activation des régions limbiques qui est associée aux reviviscences. Et ça, c'est concordant avec le fait que l'activation de l'amygdale et l'insula était liée à la réponse à la psychothérapie, notamment plus l'activation était importante, moins la réponse était bonne sur des études d'activation. Ce qui était également intéressant, c'est que certaines régions impliquées dans la distinction soi-non-soi ont été retrouvées, et ça, c'est tout à fait intéressant au regard des régions de la dissociation qu'on retrouve souvent dans le psychotraumatisme, puisque c'est un symptôme très fréquent qui implique notamment fréquemment des symptômes de déréalisation et de dépersonnalisation. Alors ça, c'est quelque chose qui est cohérent aussi avec la littérature, puisque lorsqu'il y a des régions localisées de l'insula antérieure, dans certains syndromes, des expériences dissociatives sont associées. Et ça, a été retrouvé dans l'étude que j'ai mis juste en dessous. Alors, une région est particulièrement intéressante, c'est celle du gyrus supramarginal, puisqu'elle a la double casquette, à la fois un rôle dans l'intégration soi-non-soi et dans l'intégration multisensorielle. Et donc, du coup, elle est particulièrement à noter. Des régions impliquées en contrôle sensorimoteur. Je vous ai dit au début que que le réseau de salience avait des efférences sensorimotrices.
Et donc, c'est intéressant parce que ça a été impliqué chez des vétérans avec le trouble de stress post-traumatique. Et on pense que ça peut être lié à des réactions de fuite chez l'animal. Ça a été lié, puisque une fois qu'un événement est déterminé comme saillant suite à un stress, la transition vers les régions motrices peut permettre d'avoir ces réactions de fuite qu'on retrouve chez l'animal et qu'on pourrait retrouver également chez l'humain. Un lien avec les travaux que nous avons effectués sur les hallucinations, qui sont un autre symptôme intrusif et du coup qui permet de discuter un peu cette question de stabilité des réseaux de repos. Dans les travaux que nous avons faits, alors c'était même sur des études de dynamique hallucinatoire, on a pu voir que souvent l'hallucination survenait suite à un désengagement du DMN au profit du CEN, dans une étude que nous avons faite en 2016. Dans les résultats que nous montrons aussi, on a à l'inverse une augmentation de la stabilité du spatial du DMN chez les patients qui avaient plus de symptômes intrusifs. Une explication pourrait être que la perception des reviviscences post-traumatiques est plutôt quelque chose d'interne, alors que les hallucinations sont souvent perçues de manière externe, ce qui se retrouve fréquemment au niveau phénoménologique. Alors, les limites de cette étude sont qu'on ne retrouve pas l'hippocampe dans les résultats, alors que c'était une question qu'on aurait pu s'attendre à trouver. Et qu'il y a des études récentes quand même très importantes qui montrent l'importance de l'hippocampe dans les expériences intrusives. Est-ce que c'est un problème de puissance, puisqu'on avait un effectif qui était de 14 et 16 patients dans chaque groupe? Néanmoins, on a retrouvé un lien avec des structures intermédiaires qui avaient un rôle notamment au niveau mnésique, comme le précuneus ou le cortex frontal, qui étaient retrouvés dans les études de connectivité de l'hippocampe, notamment dans cette étude de Science. Alors, une autre limite, et c'est une limite plus technique, c'est que dans Granger Causality, on a la direction principale pondérée par rapport à l'autre direction inverse. Et donc, il y a des études qui montrent une diminution de connexion des régions frontales vers l'amygdale et l'insula antérieure, ce qui est tout à fait compatible également avec nos résultats. Enfin, et ça je ne l'ai pas montré, on a montré la différence de connectivité en fonction de la réponse. Même chez les patients qui ne répondaient pas, il semble qu'il y ait une modification de la connectivité avant-après. Et ça, c'est des choses qui ont déjà été retrouvées, qui ont montré que la psychothérapie, même en l'absence de réponse clinique, pouvait entraîner des modifications d'activation cérébrale. Au total, cette étude semble montrer un rôle de l'insula intérieure dans la réponse au traitement. Et donc, j'espère que c'est une avancée dans la compréhension du mécanisme des reviviscences et du rôle de l'insula antérieure pour, bien sûr, ultérieurement permettre la validation de thérapies ciblées, notamment comme on l'a fait dans les hallucinations. Merci beaucoup.